Ma mère m'a forcé à arrêter Polytechnique parce que ma sœur avait échoué. J'ai refusé, alors ils m'ont mis à la porte. Ma mère n'a pas commencé la conversation par « Comment vas-tu ?» Elle a attaqué directement par « Tu vas devoir te retirer de Polytechnique ce semestre ». Aucune préparation, aucune banalité, juste une décision qu'elle avait déjà prise pour moi. J'étais assise sur le lit de ma chambre d'étudiante, mon ordinateur portable en équilibre sur une pile de linge, quand elle a prononcé ces mots. Et pendant une seconde, j'ai honnêtement cru avoir mal entendu. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être l'enfant facile à vivre, de bonnes notes, pas de drame, des bourses pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter. Ma sœur était celle qui était toujours au bord d'une nouvelle crise. Alors, entendre ma mère dire calmement, comme si c'était une évidence, que je devais être celle qui quittait l'école parce que ma sœur avait échoué à la sienne, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Elle a besoin d'une chance de se relancer, a dit ma mère, comme si nous échangions nos tours pour un petit boulot. Tu pourras y retourner l'année prochaine. Polytechnique sera toujours là. Ta sœur n'a rien. Je me souviens avoir fixé la petite lumière verte de ma caméra, regardant l'image saccadée de son visage et réalisant qu'elle était sérieuse. Ce n'était pas l'un de ces discours culpabilisants avec lesquels on grandit dans une famille fusionnelle. C'était un ultimatum. Choisis ton diplôme ou choisis ta famille. J'ai dit « non ». Pas de façon dramatique. Pas avec un grand discours. Juste non. Je n'allais pas abandonner. Je pensais que ce serait le début d'une longue dispute, d'un compromis boiteux, peut-être de quelques appels froids pendant quelques semaines. Au lieu de cela, ce fut la dernière conversation normale que nous ayons jamais eue. Je ne savais pas encore que dire non ce jour-là me ferait expulser de ma propre maison. Ou que des années plus tard, quand ma mère serait assise dans la salle d'attente d'un hôpital à me demander de l'aider à sauver sa vie, ces mots exacts seraient la seule chose à laquelle je pourrais penser. Si vous voulez savoir comment je suis passé de cette chambre d'étudiante à cette salle d'attente et pourquoi je lui ai répondu comme je l'ai fait, vous allez devoir entendre toute l'histoire. Avant cet appel, avant que se retirer de Polytechnique ne devienne une phrase que je ne pouvais plus supporter d'entendre, ma vie était divisée entre deux versions très différentes de la notion de maison. Il y avait la vraie maison à Marseille, un plein-pied loué dans un quartier où l'on pouvait entendre les disputes des voisins à travers les murs fins lors des nuits chaudes. Et il y avait l'idée de la famille que ma mère continuait de vendre à elle-même et à tout le monde. Bruyante, proche, loyale. Le genre de famille qui reste toujours soudée, même si rester soudée signifiait surtout faire semblant que tout allait bien. Je suis Manon, 19 ans. La première de ma famille à entrer dans une école dont les gens en dehors de notre code postal ont entendu parler. Et la seule raison pour laquelle j'ai même envisagé une grande école parisienne, c'est parce qu'un professeur de première a encerclé une note sur mon devoir et a dit, « Tu sais, les gamins d'ici peuvent aussi aller dans des endroits comme ça, d'accord ?» Ma mère, Valérie, adorait dire aux gens que j'étais l'intello de la famille, mais c'était plus comme si elle se vantait d'un ticket de grattage gagnant qu'elle avait acheté. Ma sœur, Chloé, était différente. Elle était plus âgée, plus bruyante, le genre de personne qui pouvait entrer dans une pièce pleine d'inconnus et en ressortir avec 3 nouveaux meilleurs amis et un verre gratuit. Pendant longtemps, ma mère l'appelait mon enfant sauvage avec ce ton mi-exaspéré, mi-fier, comme si c'était un trait de caractère et non quelque chose qui pourrait nous exploser au visage plus tard. Chloé a tenté la fac une fois, en psycho, des cours qui commençaient tard le matin pour qu'elle n'ait pas à sacrifier ses soirées. Elle a abandonné après 1 an et demi avec quelques crédits, beaucoup d'histoires et cette onde profonde et brûlante qui ressortait sous forme de blagues sarcastiques. Après cela, elle a enchaîné les petits boulots. Serveuse dans un bar sportif, réceptionniste dans une salle de sport, assistante d'une influenceuse pendant environ 3 semaines chaotiques. Et quelque part là-dedans, quand l'argent manquait et que les pourboires étaient mauvais, elle a découvert les jeux d'argent en ligne. Au début, cela se fondait dans tout ce qu'elle faisait sur son téléphone. Une notification ici, une icône d'application flashy là. Je pensais que c'était juste un autre jeu. Elle me mettait l'écran sous le nez à la table de la cuisine. « Regarde », disait-elle en souriant. « Je viens de gagner 50 € pendant que tu faisais tes maths. » Il y avait des animations brillantes, des confettis, de fausses pièces qui pleuvaient. Ce qu'elle ne me montrait pas, c'était les pertes entre les deux. Je n'ai commencé à réaliser à quel point c'était grave que lorsque de petites choses dans la maison ont changé. Le bocal pour les imprévus que ma mère gardait sur le frigo était soudainement vide.
La facture d'électricité restait non ouverte sur le comptoir plus longtemps que d'habitude. J'ai surpris Chloé en train d'agresser verbalement ma mère quand elle lui demandait de l'argent pour l'essence. Ce ton sec et désespéré que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Ma mère travaillait comme responsable dans un magasin de vêtements de milieu de gamme dans une zone commerciale près de l'autoroute. C'était le genre de travail qui l'obligeait à sourire plus qu'elle ne le voulait, à rester debout plus longtemps que ses pieds ne pouvaient le supporter et à rentrer à la maison avec juste assez d'énergie pour manger, regarder la moitié d'un épisode de quelque chose et s'endormir devant la télé. Elle parlait d'argent comme les gens parlent de la météo, constamment, mais comme si c'était quelque chose qui lui arrivait, pas quelque chose sur lequel elle avait son mot à dire. J'essaie juste de nous maintenir à flot, disait-elle en remuant une casserole de pâtes. Une fois que Chloé sera sur pied, une fois que tu seras diplômé, les choses deviendront plus faciles. Il y avait un fonds pour les études autrefois, pas énorme, juste une partie des économies que ma mère avait commencé quand j'étais enfant. Elle aimait le mentionner devant d'autres parents, comment elle mettait un peu de côté chaque mois, même si ça me tue. Quand j'ai été admise à Polytechnique, ce compte est soudainement devenu moins théorique. Le bureau des bourses a fait plus que ce à quoi je m'attendais, mais il y avait encore des trous. Billets de train, livres, frais de vie à Paris. Ma mère a comblé certains de ces trous avec ce fonds et s'est fait un devoir de me le rappeler. Cet argent aurait pu servir à une nouvelle voiture, tu sais, disait-elle, à moitié en plaisantant. Ou des vacances que je ne prendrai jamais. Mais elle glissait aussi des billets de 50 € dans ma main quand elle me déposait à la gare Saint-Charles, en disant « Achète-toi quelque chose qui n'est pas des nouilles instantanées de temps en temps ». La veille de mon départ pour Paris, elle a organisé une petite réunion. La famille, quelques voisins, certains amis de Chloé qui ont traité ça comme une excuse pour boire au bord de la piscine gonflable. Il y avait une guirlande de lampions en papier affaissée au-dessus de la cour, un plateau de chez Métro, une enceinte Bluetooth faisant de son mieux contre le bruit de la circulation. Les gens m'ont serré dans leurs bras, m'ont dit de rester humble, de ne pas oublier d'où tu viens. Ma mère a eu les yeux embués quand quelqu'un lui a demandé ce qu'elle ressentait. Fière, a-t-elle dit en me serrant l'épaule. Chanceuse. Chloé, déjà un verre et demi dans le nez, a juste ri et a ajouté « On verra si elle se souvient encore de nous quand elle sera une grande ingénieure parisienne mariée à un type qui s'appelle Côme. » C'était une blague, mais il y avait une pointe d'amertume. Cette pointe est devenue plus tranchante une fois que je suis arrivé à l'école. Au début, les messages de Chloé étaient encourageants à sa manière. Envoie des photos de l'internat. Ils te font vraiment lire autant? Dis-moi qu'il y a au moins un mec beau gosse. Mais lentement, ils ont changé. Quand je lui ai envoyé un texto disant que j'étais stressé pour les partiels, elle a répondu « Ça doit être sympa que ce soit ton plus gros problème ». Quand j'ai mentionné mon petit boulot à la bibliothèque, elle a écrit « J'ai déjà travaillé plus d'heures cette semaine que toi tout le mois, mais bien sûr, dis-moi encore à quel point tu es fatigué. » À peu près au même moment, les notifications de l'application de jeu ont commencé à allumer son téléphone plus souvent. Elle ne les cachait pas, haussait simplement les épaules et disait « C'est bon. Je sais quand m'arrêter. » De la même voix que les gens utilisent quand ils ne savent absolument pas quand s'arrêter. J'appelais à la maison depuis la salle commune de l'internat pour prendre des nouvelles et la moitié de la conversation était ma mère parlant de combien Chloé travaillait dur, combien les pourboires n'étaient pas justes, combien le monde était truqué contre sa génération. Puis ma mère changeait de sujet presque dans le même souffle pour me dire de ne pas oublier de m'amuser, de ne pas faire de burn-out, de ne pas devenir une de ces personnes qui ne se soucient que de leur carrière. Cela me laissait toujours avec ce sentiment étrange et creux, comme si peu importe ce que je faisais, j'avais un peu tort. Quand mon application, un petit outil de santé rudimentaire que je construisais pour un cours, a remporté un concours sur le campus et a été accompagné d'une modeste subvention et d'une augmentation de ma bourse, j'ai appelé ma mère dès ma sortie de l'amphithéâtre. Je pouvais entendre les bruits du magasin en arrière-plan, les bips des scanners, les cintres raclant les tringles métalliques, la musique pop étouffée. « Il te donne plus d'argent ?» a-t-elle demandé par-dessus le bruit. Genre, de l'argent réel ? Une partie va directement aux frais de scolarité, ai-je expliqué. Une partie est une allocation. Et ils veulent me mettre en contact avec un ancien élève qui travaille dans la santé. C'est énorme. Elle a laissé échapper un long soupir. Moitié soulagement, moitié calcul. C'est génial, ma chérie, a-t-elle dit. Chaque euro aide. Peut-être que maintenant je peux arrêter de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Elle a ri, mais ce n'était pas vraiment une blague. Je pensais que c'était la fin de l'histoire.
Je n'avais pas réalisé que cette conversation avait planté une graine dans sa tête. L'idée que mon éducation n'était pas seulement mon avenir, c'était aussi une ressource, quelque chose qui pouvait être déplacé sur un tableau mental étiqueté survie de la famille. Pendant que j'étais à Paris à m'inquiéter de réussir mes algorithmes, elle était à Marseille à écouter Chloé parler d'une dernière chance. Le bar où Chloé travaillait avait changé de propriétaire. Elle détestait le nouveau gérant. Elle disait qu'il tuait l'ambiance, qu'elle et quelques serveurs pourraient mieux gérer l'endroit en dormant. On a juste besoin de capital, a dit Chloé à ma mère, d'après ce que ma mère raconterait plus tard. On connaît la clientèle. On sait ce qui se vend. On fait tout le travail de toute façon. Pourquoi ne pas le faire pour nous-mêmes? Ma mère avait toujours voulu quelque chose à elle. Elle en plaisantait quand elle rentrait avec les pieds douloureux, enlevant ses chaussures dans l'entrée. Si jamais je sors de la vente, disait-elle, j'ouvrirai un endroit où je fais les règles pour une fois. Ainsi, quand Chloé a commencé à parler de reprendre un petit local près du Vieux-Port, ma mère n'a pas vu de risque. Elle a vu une porte de sortie, un moyen d'arrêter de pointer pour les autres. Au moment où elle m'a appelé avec son plan, elle n'improvisait pas. Elle avait des chiffres imprimés, des prévisions à moitié comprises et une histoire qu'elle s'était racontée assez de fois pour qu'elle semble presque raisonnable. Je ne savais rien de tout cela lors de cette première conversation dans ma chambre. Tout ce que je savais, c'est qu'elle parlait soudainement de mon inscription comme s'il s'agissait d'un abonnement flexible, quelque chose que nous pouvions mettre en pause et reprendre chaque fois que la vie devenait difficile. L'ultimatum est venu plus tard, après que j'ai résisté, après lui avoir rappelé, probablement avec plus de dureté qu'elle ne s'y attendait, que ma bourse avait des conditions, que mes aides financières dépendaient de mon assiduité à temps plein, que prendre juste une année sabbatique n'était pas un conseil neutre pour quelqu'un dans ma position. Pourtant, même avec toute la tension qui montait sous la surface, je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'au bout. Je pensais qu'elle se calmerait, se plaindrait à ses amis, peut-être me culpabiliserait dans les textos de groupe pendant un moment. J'avais sous-estimé à quel point elle avait peur, et combien de cette peur elle avait déjà transféré sur moi sans jamais le dire à haute voix. Quand on grandit dans un foyer où l'argent est toujours presque suffisant, mais jamais tout à fait, le désespoir n'arrive pas avec des sirènes. Il se manifeste par des décisions pratiques qui ont de moins en moins de sens à mesure qu'on les regarde de plus près. Au moment où ma mère m'a dit de me retirer de Polytechnique pour juste un semestre afin que nous puissions nous serrer les coudes en tant que famille, elle n'imaginait pas que je gâchais ma vie. Dans sa tête, elle redistribuait les ressources. Dans ma tête, elle me demandait de parier tout mon avenir sur le fait que ma sœur ne gâcherait pas la prochaine opportunité. Aucune de nous ne l'a dit aussi clairement à l'époque. Nous aurions dû. Peut-être que cela n'aurait rien changé. Peut-être que la collision était inévitable. Mais quand elle a tracé cette ligne, l'école d'un côté, la famille de l'autre, ce n'était pas le moment où tout a mal tourné. C'était juste la première fois qu'elle disait à haute voix ce qui était vrai depuis longtemps. Dans notre maison, l'amour et le sacrifice étaient tellement entremêlés que dire non ressemblait à une trahison. Je ne savais tout simplement pas encore à quel point le prix à payer pour dire oui aurait été élevé, ni jusqu'où elle était prête à aller quand j'ai refusé de payer. Le truc avec une phrase comme « tu peux te retirer ce semestre », c'est qu'elle n'explose pas tout de suite. Elle reste juste là dans votre tête pendant que vous retournez faire semblant que votre vie est normale. Après cet appel, je suis allé en cours le lendemain matin comme si de rien n'était. J'ai pris des notes. J'ai hoché la tête quand un professeur a fait une mauvaise blague. Je suis allé à mon tour de travail à la bibliothèque et j'ai rangé des livres pendant 2 heures, les mains bougeant automatiquement pendant que mon cerveau repassait la voix de ma mère en boucle. Elle n'a pas rappelé ce soir-là, ni le lendemain. Quand nous avons finalement reparlé, c'était à propos de quelque chose de stupide. Elle m'a envoyé une photo d'une chemise de son magasin. Réduction employée. Tu veux celle-ci pour les entretiens. Comme si tout l'ultimatum de l'école avait été un rêve bizarre que nous avions toutes les deux fait et décidé de ne pas mentionner. J'ai répondu comme j'étais censé le faire. Bien sûr, elle a l'air sympa. Merci. Pendant quelques semaines, tout a glissé dans cet entre-deux inconfortable. Nous ne parlions pas de mon abandon. Elle n'abordait pas directement l'idée du bar, mais il y avait des fissures si on regardait de près. De petits commentaires sur la cherté des courses, la réduction des heures de travail de Chloé, le propriétaire qui faisait un drame pour un loyer en retard. Je demandais, ça va. Et elle disait toujours, on va bien, juste fatigué. Faut travailler dur, hein.
C'était sa phrase préférée quand les choses n'allaient clairement pas bien. L'argent avait toujours été juste, mais maintenant, on aurait dit que les murs se resserraient. Je le voyais aussi dans la façon dont elle parlait du fonds pour les études. C'est passé de ton argent pour l'école à ce petit coussin que nous avons puis à ce qu'il reste sur ce compte en quelques mois. Je le remarquais, mais je ne savais pas quoi faire de ce sentiment. Ce n'était pas comme si je pouvais prendre un train pour rentrer un mardi au hasard et auditer ses finances. Le premier vrai signe que quelque chose avait basculé est venu quand j'ai essayé de réserver un billet pour rentrer à Noël. J'étais voûté sur mon ordinateur portable dans la salle commune, comparant les prix des TGV, essayant de trouver quelque chose qui ne boufferait pas tout le solde de mon compte courant. Même l'option la moins chère, un Ouigo à des horaires impossibles, était limite. J'ai appelé ma mère, m'attendant à la conversation habituelle où elle se plaindrait des prix puis dirait « T'inquiète pas, je paierai la moitié. On s'arrangera ». Au lieu de cela, quand je lui ai dit le montant, elle a laissé échapper un petit rire agacé. « Manon, je ne peux pas faire ça maintenant », a-t-elle dit. « Tu sais combien de choses je jongle ici ?» J'ai hésité. Je pensais qu'on mettait de l'argent de côté pour les voyages. Tu as dit. Ouais, ben c'était avant que le loyer augmente et que la voiture ait besoin de réparation et que les heures de ta sœur soient coupées, a-t-elle coupé sèchement. Je fais de mon mieux. Si tu veux rentrer, débrouille-toi. C'est toi le génie, tu te souviens? Le mot génie ne ressemblait pas à un compliment. Cela ressemblait à une accusation qu'elle portait contre moi. J'ai fait le calcul dans ma tête pendant qu'elle continuait de parler. Si j'achetais le billet, je n'aurais presque plus rien. Pas de coussin pour les manuels le semestre prochain. Pas d'urgence aléatoire. Juste l'ambiance et des nouilles instantanées. Peut-être que je resterai ici cette année, ai-je dit doucement. Beaucoup de gens ne rentrent pas pour les vacances. Le resto eût fait un dîner. Ça pourrait aller. Il y eut une pause sur la ligne, un petit silence qui semblait plus lourd que tous les cris de notre dispute précédente. Waouh, a-t-elle dit finalement. Premier semestre à Paris et tu es déjà trop bien pour Noël avec ta famille. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ai-je protesté. Je ne veux juste pas nous mettre dans une situation pire. Les billets sont chers, maman. Et tu viens littéralement de dire que tu ne peux pas aider. J'ai dit que je suis fatigué, a-t-elle riposté. J'ai dit que je fais de mon mieux, mais tu entends ce que tu veux. Ça fait 3 mois et tu parles déjà comme si tu nous visitais depuis une autre planète. J'ai dégluti difficilement. J'essaie d'être pragmatique. Tu essaies de trouver des excuses, a-t-elle dit. Nous avons raccroché sans nous dire je t'aime. Noël est venu et reparti. Ma colocataire est rentrée chez elle. Le campus est devenu silencieux de cette façon étrange qu'ont les grands bâtiments quand il n'y a pas assez de gens dedans. J'ai mangé un repas de fête qui avait le goût d'avoir été cuisiné par un comité administratif. J'ai ri devant un film avec quelques autres étudiants coincés là aussi. Et j'ai essayé de ne pas penser à la chaise vide à notre table là-bas, avec mon nom dessus. Après cela, le ton de nos conversations n'est jamais redevenu ce qu'il était. Elles sont devenues plus courtes, plus transactionnelles. Ma mère demandait mes notes, mais pas ce que j'apprenais. Elle demandait si j'avais trouvé des petits boulots, suivis de demi-blagues sur la façon dont nous aurions bien besoin d'une fondatrice de start-up à succès dans la famille. Chaque mention d'argent venait avec une petite pique, un rappel que mon éducation n'était pas seulement la mienne dans son esprit. Les messages de Chloé sont passés de sarcastiques à bizarrement silencieux. De temps en temps, elle envoyait une photo depuis un bar, une foule floue, une enseigne au néon avec une légende comme « Encore une nuit », envoyer de la caféine. Ou, si tu veux échanger de vie pour une semaine, je suis prête. À 2 heures du matin, heure de Marseille, il y avait de longs messages vocaux, le genre dont on sait qu'ils ont été enregistrés après un verre ou 3. Parfois, elle était nostalgique. Tu te souviens quand on piquait des céréales à minuit et qu'on regardait de la télé poubelle? Parfois, elle était rancunière. Ça doit être sympa d'avoir des gens qui te donnent de l'argent pour étudier pendant que le reste d'entre nous travaille vraiment. Une fois, juste une fois, elle a semblé toute petite. Je pensais que je serais plus loin que ça maintenant, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Ne dis pas à maman que j'ai dit ça. Je ne l'ai pas fait. C'était le plus proche qu'elle ait jamais été d'admettre que les choses ne marchaient pas. Quelques semaines plus tard, je me suis réveillé avec un email de la banque. Alerte solde bas. J'ai froncé les sourcils,
Me suis retourné et j'ai ouvert l'application. Le compte épargne partagé que ma mère avait ouvert il y a des années, celui qui avait encore quelques milliers d'euros la dernière fois que j'avais vérifié, était tombé à presque rien. Pas zéro, mais assez près pour que mon estomac se noue. Il y avait plusieurs retraits listés au cours du mois dernier. Loyer, charge, un paiement à un endroit que je ne reconnaissais pas, puis un autre qui correspondait définitivement au nom d'un fournisseur de boissons pour bar. J'ai fixé les chiffres jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Puis j'ai appelé ma mère. Cette fois, elle a décroché à la première sonnerie. « Et, tu as vu les nouvelles photos que j'ai envoyées du magasin ?» a-t-elle demandé. « Tu as vidé les économies ?» ai-je coupé. Il y eut une pause. Pas longue, juste assez longue. « J'ai utilisé ce dont nous avions besoin », a-t-elle dit. « Qu'est-ce que tu veux dire par nous ?» ai-je demandé. « Cet argent était pour l'école. »« Tu as dit que c'était pour l'école. »« L'école est payée », a-t-elle riposté. « Tu me l'as dit toi-même. » Bourse, subvention, peu importe. Pendant ce temps, le loyer est du maintenant. Les courses sont du maintenant. Ta sœur a eu un mois calme. J'ai eu moins d'heures parce qu'il coupe les plannings. La vie n'attend pas que tu finisses ton diplôme, Manon. Tu aurais pu me le dire, ai-je dit, entendant ma voix s'amincir. Tu aurais pu demander. Demander quoi, a-t-elle claqué. Demander si c'était ok de garder un toit au-dessus de nos têtes? Tu aurais dit oui et ensuite tu serais allé vers ton petit tableau de budget et tu aurais fait une crise de panique. Je t'ai épargné ça. Tu ne m'as rien épargné du tout, ai-je dit. Tu as juste pris la décision pour moi encore une fois. Oh mon Dieu. Tout ne tourne pas autour de ton autonomie, a-t-elle dit, le mot maladroit dans sa bouche. Parfois, les adultes doivent faire des choix difficiles. Je ne l'ai pas flambé en sac à main et en vacances. Je l'ai utilisé pour empêcher cette famille de couler. En utilisant le seul filet de sécurité que j'avais, ai-je répondu. En utilisant la chose qui était censée s'assurer que je n'ai pas à abandonner si quelque chose tournait mal. Rien n'a mal tourné, a-t-elle insisté. Nous sommes juste tendus. Tu agis comme si j'avais volé un étranger. C'est mon compte aussi. J'ai mis cet argent-là. Je peux le déplacer si j'en ai besoin. Légalement, elle avait raison. Émotionnellement, c'était comme se tenir devant une porte ouverte et regarder quelqu'un emballer vos affaires sans demander. Alors, où est-ce que ça s'arrête? Ai-je demandé doucement. Si j'obtiens une autre bourse, c'est pour la famille aussi? Si je prends plus de garde, c'est juste une preuve de plus que je peux supporter de perdre du soutien. Tu déformes tout, a-t-elle claqué. Tu fais toujours ça quand tu as peur. Tu agis comme si j'étais la méchante. J'essaie de faire marcher ça pour nous toutes. Tu es là-haut dans la plus belle école du pays parce que je n'ai pas abandonné quand les choses étaient difficiles. Tu crois que j'avais quelqu'un sur qui m'appuyer quand j'avais 19 ans. Je pense que tu es tellement habitué à survivre que tu ne remarques pas quand tu me marches dessus pour le faire, ai-je dit. Il y eut un long silence. Je pouvais entendre la circulation à travers sa vitre de voiture, le bip faible d'une caisse quelque part. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était plate. Je n'ai jamais dit que tu étais une voleuse, ai-je protesté. J'ai dit que je me sentais prise en traître. C'est la même chose, a-t-elle dit. Tu as fait ton choix, Manon. Tu es resté là-bas. Tu as choisi ça. Alors ne m'appelle pas depuis ta chambre d'étudiante pour jouer les choqués que le reste d'entre nous fasse des choix aussi. Ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons eue. Après cela, mes appels tombaient sur la messagerie plus souvent. Quand elle décrochait, c'était superficiel. Météo, travail. Tu as l'air occupé. Je ne te retiens pas, le chat de groupe familial a continué sans moi. Je le savais parce qu'un jour j'ai ouvert mes messages et réalisé que je n'avais pas vu de notification depuis des semaines. Quand j'ai fait défiler, il avait disparu. Je n'avais pas besoin de demander ce qui s'était passé. Quelqu'un m'avait retiré. Peut-être ma mère, peut-être ma sœur, peut-être les deux. Mon numéro fonctionnait encore techniquement, mais la ligne entre nous était devenue silencieuse d'une manière qui semblait plus permanente que n'importe quel raccrochage dramatique. Je n'ai découvert qu'elle avait aussi verrouillé ma vieille chambre que bien plus tard, quand un voisin a mentionné qu'il l'avait aidé à déplacer des cartons dans ton espace et a demandé quand je rentrerais pour voir les changements. J'ai souri, j'ai menti et j'ai dit, bientôt.
Même si je savais déjà que quoi que la maison ait pu être, elle s'était refermée derrière moi. Ce n'était pas comme au cinéma. Il n'y a pas eu de porte claquée, pas de cri « tu n'es plus ma fille ». Juste une série de petites décisions pratiques qui s'additionnaient à une seule vérité, si je voulais rester à l'école, j'étais seul. Alors, je me suis appuyé sur la seule chose sur laquelle j'avais encore le contrôle. J'ai pris un tour de garde supplémentaire à la bibliothèque. J'ai commencé à prendre de petits projets en freelance. Rien de glamour. Un outil de planification maladroit pour une clinique locale. Un script pour nettoyer les données d'enquête patient pour un thésard noyé sous les tableaux Excel. J'ai continué à peaufiner la petite application de santé que j'avais construite pour les cours. Pas parce que je pensais que cela changerait le monde, mais parce que cela me donnait l'impression de construire quelque chose qui m'appartenait. De temps en temps, quand la douleur devenait trop forte, j'ouvrais mes messages et je passais mon doigt sur le nom de ma mère. J'imaginais qu'elle était à la table de la cuisine, se frottant les tempes d'une main, le téléphone face contre terre à côté d'une pile de factures. Je pensais à appeler et à dire « recommençons ». Offrir d'envoyer le peu qu'il me restait. Puis je me souvenais du compte épargne vide, du billet de train qu'elle ne pouvait pas m'aider à acheter, de la façon dont elle avait dit « tu as fait ton choix ». Comme si j'avais quitté une fête, et pas un immeuble en feu qu'elle avait elle-même allumé. À la fin, je faisais toujours la même chose. Je verrouillais mon téléphone, je le mettais face contre terre sur le bureau et j'ouvrais mon ordinateur portable à la place. S'il ne restait plus personne pour me rattraper, j'allais devoir devenir très doué pour tisser mon propre filet. L'été s'est glissé sur moi pendant que j'étais occupé à faire semblant que tout allait bien. Les partiels, les dates limites de projet, ces conversations d'adieu bizarres à moitié finies dans les couloirs quand les gens font leurs valises pour les stages. Tout cela s'est brouillé. J'ai dit aux gens que je ne rentrais pas parce que c'était trop cher, ce qui était vrai, mais pas toute la vérité. La vraie raison était que je pouvais sentir quelque chose m'attendre à Marseille, et je n'étais pas prête à marcher droit dedans. Ma mère a résolu ce problème pour moi. Elle a décidé de venir à moi à la place. Elle ne m'a pas dit qu'elle prenait le train. Elle a juste envoyé un texto un matin, « Tu es sur le campus ?» Étage 20 minutes plus tard, elle se tenait devant le bâtiment des sciences, plissant les yeux vers la pierre comme si elle essayait de décider si cela l'impressionnait. Elle avait l'air plus fatiguée que la dernière fois que je l'avais vue. Un peu plus mince. Il y avait de faibles mèches grises sur ses tempes dont je ne me souvenais pas. Mais quand elle m'a serré dans ses bras, c'était la même étreinte serrée et familière qui me donnait l'impression que rien de mal ne pouvait arriver tant qu'elle avait une main sur mon dos. Pendant une seconde, j'ai presque oublié que nous étions au milieu de quelque chose. Nous avons marché jusqu'à un café juste à côté du campus parce qu'elle refusait de me laisser payer les prix absurdes de la cafétéria. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour boire un café à 8 €, a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. Je veux un endroit normal. Nous nous sommes assises à une petite table près de la fenêtre. Elle regardait les étudiants passer en hâte avec leurs sweats à capuche et leurs écouteurs, ses yeux suivant les logos sur leurs vêtements. « Est-ce que tout le monde ici marche aussi vite ?» a-t-elle demandé. On dirait qu'ils sont tous en retard pour quelque chose. C'est un peu l'ambiance, ai-je dit. Constamment 10 minutes de retard. Elle a souri un peu à cela, mais le sourire s'est effacé quand les boissons sont arrivées, et il ne restait plus rien entre nous que de la vapeur et du silence. Alors, a-t-elle dit en remuant le sucre dans sa tasse sans me regarder. J'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière discussion. Mon estomac se serra. Je savais où cela allait. À propos des économies, ai-je demandé prudemment. À propos de tout, a-t-elle dit. À propos de Chloé, à propos de toi, à propos de ça. Elle fit un geste vague vers le bâtiment, le campus, toute ma vie. Je n'ai probablement pas dit les choses correctement au téléphone. C'était aussi proche d'une excuse qu'elle était prête à aller, mais c'était suffisant pour me faire mal à la poitrine. J'ai besoin que tu m'écoutes avant de décider que je suis un monstre. Voilà. Le mot qu'elle pensait que j'utilisais pour elle. D'accord, ai-je dit. J'écoute. Elle prit une inspiration. Le genre que les gens prennent avant de sauter dans l'eau froide. Ta sœur n'est pas faite comme toi, commença-t-elle. Tu te portes toute seule depuis que tu as quoi, 12 ans? Tu t'es mise dans cet endroit toute seule. Tu trouves les bourses, les jobs, peu importe. Tu retombes sur tes pieds. Chloé, non. Quand elle se plante,
elle s'écrase sur le béton. Ce n'est pas ma responsabilité, ai-je dit plus doucement que je ne le ressentais. Je sais, répondit ma mère, me surprenant. Sur le papier, ça ne l'est pas. Mais dans la vraie vie, c'est celle de nous toutes. Elle est de la famille. Quand l'une de nous coule, nous sommes toutes tirées vers le fond. C'est juste comme ça que ça marche. Elle m'a raconté les derniers mois à Marseille. Comment le propriétaire avait menacé d'expulsion 2 fois, comment EDF avait commencé à envoyer des avis de coupure, comment le bar de Chloé était devenu quelque chose de plus précaire et bizarre, avec de nouveaux propriétaires coupant les heures et demandant aux employés d'investir dans des événements. Elle s'est enfoncée davantage avec ses applications, a dit ma mère doucement. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave. Je la voyais jouer, mais je pensais. Je ne sais pas ce que je pensais. Qu'elle en sortirait comme d'une phase. Elle a dit phase de cette petite voix honteuse comme si elle savait que cela semblait ridicule. Elle a commencé à emprunter. D'abord à moi, puis à des amis, puis à des gens à qui tu ne veux pas devoir d'argent. Quand j'ai découvert combien. J'ai failli vomir. Et le truc c'est qu'elle n'est pas méchante, Manon. Elle n'est pas assise là à penser comment je gâche la vie de tout le monde aujourd'hui. Elle est juste coincée et effrayée et mauvaise pour gérer la peur. Alors tu as décidé de régler ça, ai-je dit. Comme tu le fais toujours. Qu'est-ce que tu veux que je dise, a-t-elle claqué, puis elle s'est frotté le front comme si elle le regrettait. Oui, j'ai décidé de régler ça. J'ai trouvé un moyen qui n'impliquait pas qu'elle finisse Dieu sait où avec des gens qu'on ne veut pas près de nous. Il y a un type qui veut vendre son affaire. Un petit bar près du panier. Bon emplacement, habitué fidèle. Il divorce. Il veut sortir. Il est prêt à vendre pas cher si on reprend le bail et une partie de sa dette. C'est un bordel, mais c'est jouable. Maman, ai-je dit lentement. Posséder un bar n'est pas un plan de désintoxication. C'est un travail, a-t-elle dit. C'est une structure. Elle est douée avec les gens. Elle connaît le côté business. Elle pourrait gérer la salle. Je pourrais gérer les comptes. On prend un associé qui sait ce qu'il fait. Et on redresse ça. C'est pas glamour, mais c'est à nous. Je pouvais le voir. La version du futur qu'elle avait construite dans sa tête. Son nom sur un bail au lieu d'un planning. Chloé riant derrière un bar qu'elle possède vraiment. Une version de moi passant pour les vacances, fière de l'entreprise familiale. Et où est-ce que je m'intègre? Ai-je demandé. Elle a croisé mon regard. Tu sais où, a-t-elle dit doucement. On ne peut pas le faire sans capital. La banque nous a ri au nez. Je n'ai plus rien à mettre en garantie. Le crédit de ta sœur est ruiné. Le seul atout que nous ayons qui intéresse quelqu'un, c'est toi. Je ne suis pas un atout, ai-je dit. Je suis une personne. Tu es les deux, a-t-elle riposté. Tu es mon enfant et tu es une histoire à succès ambulante qui ouvre des portes. Tu as l'argent des subventions, des allocations, des connexions. Tu as une lettre d'acceptation avec un nom dessus qui fait se redresser les gens. Tu pourrais prendre un congé, juste 1 an. Tu pourrais rentrer à la maison, nous aider à lancer ça, mettre un peu de stabilité sous nos pieds, puis tu retournes finir. Tu seras toujours la fille de Polytechnique. Ils ne vont pas t'oublier parce que tu as pris du temps pour ta famille. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ai-je dit. Mes aides financières sont basées sur le fait que je sois à temps plein. Mon logement, tout est lié au fait d'être ici. Je pars, je pourrais ne pas revenir. Et même si je le fais, je recommencerai avec du retard. Tu as 19 ans, a-t-elle dit, comme si c'était la réponse à tout. Tu as du temps. Ta sœur n'en a pas. Je travaille 40, 50 heures par semaine et je m'endors encore en faisant des maths au dos des tickets de caisse. Je ne peux plus tenir ça toute seule. J'ai besoin d'aide. De vraie aide. Pas juste des coups de fil. Et je suis fier de toi, maman. Les mots ont atterri comme de petits cailloux. Je pouvais entendre la peur en dessous, la colère aussi, mais surtout juste l'épuisement. Cela aurait été plus facile si elle était venue en mode méchante, si elle avait crié et blâmé et rendu simple de la détester. Au lieu de cela, elle était assise là sur une chaise de café bon marché, ressemblant à quelqu'un dont la vie s'était lentement rétrécie depuis si longtemps qu'elle ne pouvait plus dire d'où venait la pression. Tu me demandes de parier ma seule porte de sortie, ai-je dit doucement,
sur la même personne qui a déjà prouvé qu'elle ne peut pas gérer l'argent qu'elle a. Je te demande de nous faire confiance, a-t-elle dit. De me faire confiance, de croire que si nous avons une vraie chance, nous ne la gâcherons pas. Je ne t'ai pas élevé seul juste pour que tu nous tournes le dos quand ce n'est pas pratique. J'ai avalé la boule dans ma gorge. Tu ne m'as pas élevé seul, ai-je dit. J'étais là aussi. J'ai travaillé. J'ai étudié. J'ai gardé la tête basse. J'ai fait ma part. Et maintenant je te demande de faire plus, a-t-elle dit. Parce que tu peux. Parce que tu es assez forte. Parce que ta sœur ne l'est pas. Nous sommes restés assis en silence un moment, le bourdonnement des conversations des autres remplissant l'espace entre nous. J'ai pensé aux nuits passées à étudier à la lueur de mon ordinateur pendant qu'elle fermait le magasin. Au fond pour les études qu'elle avait grignotées pendant des années, à la façon dont elle s'était vantée de moi à quiconque voulait l'écouter. J'ai aussi pensé au compte vide, au passage soudain de ton argent à notre argent, à la façon dont elle avait pris des décisions pour moi sans me le dire jusqu'à ce qu'elles soient faites. Je voulais être le genre de fille qui dit oui. Je voulais être la personne qui pouvait en quelque sorte tout réparer avec un grand sacrifice et ne jamais en vouloir à personne. Mais je pouvais voir l'avenir qu'elle décrivait. Et il ne finissait pas avec moi glissant proprement de retour dans mon internat un an plus tard comme si rien ne s'était passé. Il finissait avec moi coincé à Marseille. Diplôme à moitié fini. CV bizarrement bancal expliquant aux futurs employeurs pourquoi j'avais quitté l'une des meilleures écoles du pays pour gérer un bar qui pourrait ne même pas survivre assez longtemps pour le mettre sur mon LinkedIn. Je ne me retire pas, ai-je dit finalement. Pas pour un semestre, pas pour un an. Je suis désolé que les choses soient difficiles. Je le suis. Mais ça. J'ai fait un geste entre nous. Entre Paris et Marseille, entre la possibilité et la panique. C'est la seule chose que j'ai jamais eue qui ne soit pas construite sur le déni. Je ne peux pas abandonner ça. Je ne le ferai pas, ma mère m'a fixé comme si elle essayait de voir si je bluffais. Quand elle a réalisé que non, quelque chose dans son visage s'est fermé. Tu sais ce qui fait le plus mal, a-t-elle dit. Ce n'est pas que tu dises non. C'est que tu n'as même pas l'air tiraillé. Je suis tiraillé, ai-je dit. Je ne pense juste pas que mon conflit devrait me coûter mon avenir. Ton avenir ne signifie pas grand-chose si ta famille s'effondre, a-t-elle riposté. Tu vas t'asseoir dans tes petits cours chics et prétendre que tu ne sais pas qu'on se noie. Je me noie depuis que tu as vidé ce compte sans me le dire, ai-je dit plus sèchement que prévu. Tu n'as juste pas entendu l'éclaboussure parce que c'est arrivé de ce côté du pays. Sa mâchoire s'est serrée. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Au lieu de cela, elle a fouillé dans son sac, sorti une pile de papiers pliés et les a poussés à travers la table. C'est quoi ça, ai-je demandé. La réalité, a-t-elle dit. Conditions du bail, chiffre de la dette, ce que nous devons, ce qu'il faudrait pour empêcher tout ça de s'effondrer. Je pensais que si tu voyais tout étalé, tu comprendrais. J'ai scanné les pages. Les chiffres étaient pires que prévu. Ce n'était pas juste le loyer. Il y avait des avis de retard des services publics, des frais professionnels, un prêt à taux élevés ridicule. Quelqu'un avait gribouillé des notes dans les marges. Rappelez. Demandez délai. Dernier avertissement. Ce n'est pas un plan, ai-je dit doucement. C'est une liste d'incendies. C'est à quoi ressemble la vie quand on n'a pas une grande école derrière soi, a-t-elle dit. Nous ne vivons pas toutes dans une bulle de campus. Dehors, les gens jonglent. Ils déshabillent Pierre pour habiller Paul. Ils font des affaires. Ils se débrouillent. Je l'ai fait pour toi toute ta vie. Tout ce que je demande, c'est que tu le fasses pour nous une fois. Une fois n'est jamais juste une fois, ai-je dit. Tu le sais. Elle m'a regardé longuement, ses yeux scannant mon visage comme si elle le mémorisait. Quand elle a finalement parlé, sa voix était calme d'une manière qui m'a effrayé plus que n'importe quel cri ne l'avait jamais fait. Si tu tournes le dos à ça, a-t-elle dit, si tu choisis ton programme et ton appli et ta nouvelle vie plutôt que les gens qui t'ont élevé, ne m'appelle pas plus tard pour jouer les surprises quand il n'y aura plus rien vers quoi revenir. Tu es en train de dire que je ne suis pas la bienvenue, ai-je demandé. Je dis, a-t-elle répondu en reculant sa chaise, que tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas nous traiter comme des personnages d'arrière-plan optionnels et t'attendre ensuite à ce que nous soyons là à t'attendre quand c'est pratique pour toi. Nous avons besoin de toi maintenant. Si tu n'es pas avec nous maintenant, alors.
Elle a laissé la phrase en suspens. Le reste était assez clair. Elle s'est levée. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait toucher mon épaule, m'embrasser le front, faire quelque chose qui reconnaissait que c'était dur pour nous deux. Au lieu de cela, elle a ramassé son sac, lissé le devant de son chemisier et a dit « Envoie-moi ton emploi du temps si tu changes d'avis avant la date limite de retrait. Après ça, je suppose qu'on verra. » Puis elle est sortie. Je suis resté assise là avec les papiers devant moi et un café devenu tiède, la regardant traverser la rue à travers la fenêtre du café. Elle ne s'est pas retournée. Une semaine plus tard, quand j'ai vérifié ma facture de téléphone, ma ligne ne faisait plus partie du forfait familial. Le compte épargne partagée était officiellement fermé. La clé que je portais encore sur mon trousseau, celle de la maison à Marseille, aurait tout aussi bien pu être un morceau de ferraille. La fois suivante où j'ai ouvert notre ancien chat de groupe, j'ai vu une ligne grise de texte « Vous ne faites plus partie de cette conversation ». Pas d'explication, pas de message d'adieu, juste ça. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas une porte claquée au nez. C'était ma vie qui était tranquillement éditée comme un document dont quelqu'un d'autre avait décidé qu'il ne voulait plus de moi dedans. J'aimerais pouvoir dire que j'ai décroché le téléphone et que je me suis battu plus fort. Je ne l'ai pas fait. Je suis allé au tableau d'affichage des jobs du campus à la place. S'ils avaient déjà décidé que j'étais seul, alors c'était ce que je devais apprendre à être. Ce qui m'a finalement ramené vers Marseille n'était pas la culpabilité ou le mal du pays ou une grande réalisation dramatique. C'était un rappel de calendrier que j'avais oublié de supprimer. Appeler maman. Anniversaire. Mon téléphone l'a annoncé un matin alors que j'étais assise dans une petite salle de réunion vitrée à Paris, passant en revue des rapports de bugs avec un thésard avec qui j'avais commencé à travailler sur un projet de recherche construit autour de mon application de santé. J'ai fixé la notification jusqu'à ce qu'elle disparaisse, puis l'espace vide qu'elle laissait derrière elle. À ce moment-là, 2 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle était sortie de ce café. J'avais fini mes 2e et 3e années sans jamais rentrer à la maison pour les vacances. Nous avons échangé peut-être 3 emails courts au total, tous sur des choses pratiques, formulaires fiscaux, un courrier arrivé accidentellement à l'ancienne maison, une question pour savoir si j'avais encore besoin de quelque chose de ma chambre d'enfance. J'ai dit oui. Elle a répondu, trop tard. J'ai déjà tout donné. Quelque part au milieu de tout ce silence, ma vie avait fait ce que font les vies quand on est trop occupé à survivre pour les raconter. Elle a avancé. La petite application de santé moche que j'avais construite pour les courses est transformée en mon projet de fin d'études, puis en une collaboration avec un laboratoire de santé publique, puis en un pilote avec quelques cliniques communautaires surchargées qui voulaient juste n'importe quoi qui pourrait les aider à repérer les problèmes plus tôt. Ce n'était pas glamour. Il n'y avait pas de couverture de magazine, pas d'articles viraux sur la jeune génie bouleverse la santé, juste de petites victoires. Une étude montrant que notre outil aidait à signaler quelques patients à risque plus tôt, une subvention qui gardait les serveurs allumés, un contrat à temps partiel après le diplôme pour que je puisse continuer à construire au lieu de prendre le premier emploi en entreprise avec un salaire décent. Je suis resté en région parisienne après mon diplôme, partageant un appartement trop petit avec une amie qui ne pouvait pas non plus tout à fait se permettre de partir encore. Je travaillais de longues heures et passais trop de temps devant des écrans. Mais au moins maintenant, c'était selon mes termes. Polytechnique est devenue une ligne sur mon CV au lieu d'une falaise à laquelle je m'accrochais. Et parfois, dans les moments calmes, je repensais à la conversation dans ce café et je ressentais un mélange étrange de colère et de soulagement. Si j'étais retourné à Marseille, si j'avais essayé de tout réparer comme ma mère le voulait, rien de tout cela n'existerait. L'application, le travail, le sentiment minuscule et têtu que ma vie m'appartenait. Je vérifiais encore comment allaient Chloé et ma mère parfois, de cette façon numérique détachée avec laquelle on surveille les gens à qui on ne parle pas vraiment. L'Instagram de Chloé est resté public pendant un moment. Le bar près du Vieux-Port semblait réel. Des photos floues d'une petite scène, des promotions sur les boissons écrites à la main sur des ardoises, des selfies derrière un comptoir avec une légende comme « On construit quelque chose à partir de zéro ». Souhaitez-nous bonne chance. Ma mère apparaissait en arrière-plan de quelques postes, essuyant des tables, souriant avec ce sourire fatigué et trop forcé que je reconnaissais de ses jours dans la vente. Puis les trous ont commencé. Des semaines sans poste. Des légendes qui sonnaient plus maniaques que festives. Vous ne croiriez pas le drame avec notre proprio. Certaines personnes ne comprennent pas la loyauté.
Vous avez déjà eu l'impression d'être à un mauvais mois de tout perdre? Je faisais défiler, je lisais, je fermais l'application et je me disais que ce n'était pas mes affaires. J'avais fait ce que je devais faire. Elles avaient fait leur choix. Mon travail n'était pas de me tenir dans une cabine de contrôle à l'autre bout du pays en essayant de les éloigner de chaque précipice. Puis un soir, quelques années après mon diplôme, mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Indicatif des Bouches-du-Rhône. J'ai failli laisser aller sur la messagerie. Habitude. Mais j'ai répondu. Allô? Il y eut un battement de statique, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis si longtemps que je l'ai presque pas reconnue. Manon? Chloé. Plus âgée, plus rugueuse sur les bords, mais toujours incontestablement elle. Je n'ai rien dit au début. Une partie de moi attendait une chute, qu'elle rie et dise qu'elle avait appelé la mauvaise personne. Que c'était une erreur. Tu vas vraiment raccrocher au nez de ta propre sœur, a-t-elle dit quand je suis resté silencieuse un temps trop long. C'est froid, même pour une Parisienne. Le surnom m'a frappé comme un léger choc électrique. Qu'est-ce que tu veux, Chloé, ai-je demandé, gardant ma voix plate. Je n'ai plus ton numéro enregistré. Comment as-tu eu le mien? Détends-toi, a-t-elle dit. J'ai demandé autour de moi. Internet n'est pas si difficile si tu sais où chercher. En plus, tu n'es pas exactement discrète ces jours-ci. J'ai failli rire. Quoi qu'elle ait vu, ce n'était certainement pas mon compte en banque. Sérieusement, ai-je dit. Pourquoi tu appelles? Il y eut un bruissement de son côté comme si elle faisait les 100 pas ou bougeait sur une chaise en plastique. Quand elle a parlé à nouveau, le sarcasme avait quitté sa voix. C'est maman, a-t-elle dit. Elle est malade. Pendant une seconde, la pièce a basculé. Je me suis assise sans le vouloir. Quel genre de malade, ai-je demandé. Les détails sont venus par fragments. Examen à l'hôpital, un mot que je n'avais entendu que dans des cours et des articles scientifiques, soudainement attaché à la personne qui dormait sur le canapé avec la télé allumée parce qu'elle était trop fatiguée pour aller au lit. Chimio, complications, le système de santé qui couvrait certaines choses mais où les délais étaient longs. Ils l'ont pris tard, a dit Chloé. Elle a ignoré des trucs. Tu sais comment elle est. Elle disait que c'était le stress ou l'âge ou le besoin de plus de café. Au moment où elle est finalement allée consulter, il parlait de stade et de scanner et de toute cette merde. Mon cerveau a basculé dans sa partie clinique qui avait écouté des médecins parler de courbes de risque et de protocoles de traitement. J'ai posé des questions. Les réponses de Chloé étaient imprécises, mais suffisantes pour construire une image mentale. Pas désespéré, mais sérieux, coûteux en temps et en énergie, compliqué. Pourquoi tu m'appelles, ai-je demandé doucement quand elle a fini. Parce que tu travailles dans ce monde maintenant, a dit Chloé comme si c'était évident. Tu as ta petite appli de santé ou peu importe. Tu connais des médecins, tu connais les systèmes, tu sais probablement comment nous faire entrer dans un programme ou obtenir un rendez-vous plus vite. Elle a besoin d'une opération avec un spécialiste, puis une thérapie après. Le public a des listes d'attente de fous. Le privé, elle a laissé échapper un rire amer. C'est une autre histoire avec les dépassements d'honoraires. Je ne suis pas médecin, ai-je dit automatiquement. J'écris du code. Tu écris du code pour des médecins, a-t-elle riposté. Ne joue pas à l'idiote. On a vu les articles. La fille du coin utilise l'IA pour changer la santé. Tout ce que j'entends, c'est j'ai des contacts qui pourraient aider ma mère à ne pas mourir. La façon dont elle a dit ma mère donnait l'impression que nous parlions de deux personnes différentes. Je ne savais pas que tu suivais mon travail d'aussi près, ai-je dit. On suit ce qu'on peut, a-t-elle marmonné. Les nouvelles vont vite dans les petites villes. Quelqu'un a partagé un lien. Maman a pleuré dans la salle de pause quand elle a vu ton visage sur son téléphone et a prétendu qu'elle avait juste quelque chose dans l'œil. L'image m'a serré la gorge, mais j'ai forcé ma voix à rester égale. Elle aurait pu appeler. J'ai dit qu'elle n'avait pas besoin de t'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé, a dit Chloé. Elle ne voulait pas te déranger. Elle continuait de dire elle a sa propre vie maintenant. Elle est occupée. Elle n'a pas besoin de gérer ça. Puis elle se taisait et fixait le mur pendant 1 heure. J'en ai eu marre de regarder ça, alors j'ai trouvé ton numéro. C'était là encore. Ce mélange désordonné de ressentiment et de protection qui avait toujours défini Chloé.
Moitié accusation, moitié loyauté mal avisée. Qu'est-ce que tu veux vraiment de moi, ai-je demandé. Sois précise. Le médecin a mentionné un essai clinique ou une thérapie plus récente dans un grand hôpital à Lyon, a-t-elle dit. Il a dit que maman pourrait être éligible, mais il y a une liste d'attente, de la paperasse, de la politique, peu importe. On s'est dit que peut-être tu pourrais. Je sais pas parler à quelqu'un. Utiliser ta jolie signature de mail. Glisser un mot. S'il y a un fonds de charité ou une subvention ou n'importe quoi avec ton nom dessus, peut-être qu'ils écoutent plus. Elle s'est tue une seconde, puis a ajouté plus doucement, et s'il n'y a rien que tu puisses faire, au moins dis-le-moi franchement pour que je ne continue pas à lui promettre des miracles que je ne peux pas livrer. Cette dernière partie m'a prise au dépourvu. C'était la chose la plus honnête que j'avais entendue d'elle depuis des années. C'est à quel point, financièrement, ai-je demandé. Chloé a ri sans humour. On a perdu le bar il y a un moment, a-t-elle dit. Le loyer a augmenté, les chiffres ont baissé, les investisseurs se sont barrés. Maman fait tout ce qu'elle peut. Heures sup, petit boulot, vendre des trucs. Je bricole des choses. Rien de stable. On est en retard sur beaucoup de choses. Si on n'a pas d'aide, elle aura l'option la moins chère et on espère que ça suffira. Je me suis frotté le front. Sur mon bureau devant moi, un post-it me rappelait d'appeler une clinique pour renouveler notre contrat pilote. Sur mon écran, une présentation à moitié finie pour une conférence modeste clignotait, la diapositive de titre toujours ouverte, détection précoce dans les environnements à ressources limitées. La distance entre mon travail et ma famille a soudain semblé mince comme du papier. Est-ce qu'elle sait que tu m'appelles, ai-je demandé. Pas encore, a admis Chloé. Elle est têtue. Elle continue de dire qu'on va trouver une solution tout en regardant des factures qu'elle ne peut pas payer. Mais si tu dis oui pour au moins essayer, je lui dirai. Elle ne le dira pas, mais tu lui manques. C'est comme s'il y avait toujours une chaise tirée pour toi dans sa tête sur laquelle tu ne t'assieds jamais. J'ai fermé les yeux une seconde. Cela aurait été plus facile si Chloé était arrivée agressive. Si elle m'avait blâmé dès la première seconde, si cet appel avait été pure manipulation, alors j'aurais pu le classer sous toujours la même chanson et raccrocher. Au lieu de cela, ce que j'entendais, c'était quelqu'un qui avait peur, dépassé, essayant d'actionner le seul levier qui, pensait-elle, pourrait encore faire bouger quelque chose. Je ne peux rien promettre, ai-je dit finalement. Je ne vais pas te dire que je peux magiquement la faire entrer dans un programme parfait, mais je peux regarder ce que ces médecins disent. Peut-être demander à quelques personnes que je connais d'expliquer les options au-delà de ça. Ça va dépendre de la couverture sociale, des revenus, de l'endroit où elle est traitée. Je ne peux pas passer outre ça avec un seul coup de fil. Alors tu vas quoi? Lire des trucs et nous rappeler, a demandé Chloé, la suspicion revenant dans sa voix. Je vais vous rencontrer, ai-je dit, nous surprenant toutes les deux. Je vais être à Lyon le mois prochain pour une conférence. Si tu peux la faire venir là-bas avec toi, on peut s'asseoir, passer tout en revue. Je ne fais pas ça par téléphone comme un service client. Lyon, a-t-elle répété. Tu crois que maman peut juste sauter dans un train? Il y a des bus, ai-je dit. Le train. Je couvrirai les billets si c'est le problème. Mais si je dois mettre mon nom ou mes contacts en jeu, je veux vous regarder toutes les deux dans les yeux et entendre exactement ce qui se passe d'abord. Il y eut une longue pause. Elle ne va pas aimer ça, a dit Chloé. Elle est fière. Elle déteste demander de l'aide. Ouais, ai-je dit. Je sais de qui je tiens ça. CH. Chloé a laissé échapper un souffle qui aurait pu être un rire s'il avait eu un peu plus d'air. D'accord, a-t-elle dit. Envoie-moi les détails. Je trouverai comment l'amener là-bas. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans le calme de mon petit bureau pendant longtemps. Sur le mur devant moi, il y avait un tableau en liège avec des graphiques épinglés et des formulaires de retour patient. Sur le bureau, mon ordinateur portable, ouvert sur un brouillon de mail adressé à un médecin avec qui j'avais travaillé, demandant s'il accepterait d'expliquer un protocole de traitement en termes simples pour un membre de la famille d'une amie. Je pouvais déjà sentir les vieux courants me tirer. L'envie de réparer, de lisser, de sacrifier d'abord et de gérer les retombées plus tard. Mais je ressentais aussi autre chose. Le souvenir d'être assise dans un café en face de ma mère pendant qu'elle glissait une pile de dettes vers moi et me demandait d'échanger mon avenir pour le sien. Cette fois,
si je devais marcher à nouveau dans leur tempête, j'allais le faire les yeux ouverts. Le jour où ma mère et Chloé sont venues à Lyon, la ville faisait semblant d'être clémente. Un brouillard doux, pas le genre tranchant qui coupe à travers la veste. Ma conférence avait fini tôt, et j'étais assise dans un coin calme du hall de l'hôtel, le badge toujours autour du cou, relisant les copies de ces résultats d'examen que Chloé avait finalement envoyés après que je l'ai harcelée pour la 3e fois. J'avais déjà demandé à 2 médecins différents de les regarder. L'un de notre clinique pilote, l'autre que je connaissais par la conférence. Les deux ont dit essentiellement la même chose. C'était sérieux mais pas désespéré. Chirurgie puis une thérapie combinée. Pas les trucs expérimentaux haut de gamme que Chloé avait sous-entendus au téléphone, mais toujours coûteux s'il y avait des dépassements d'honoraires et des frais annexes quand on est déjà sous l'eau. Quand elles sont entrées, je les ai reconnues instantanément. Même si le temps avait fait son œuvre, ma mère bougeait plus lentement, la main gauche reposant légèrement sur la poignée d'une valise à roulettes, même si nous ne nous rencontrions que pour l'après-midi. Les cheveux de Chloé étaient plus courts, la couleur avait repoussé d'une manière qui suggérait qu'elle avait arrêté de faire attention à son apparence il y a des mois. Pendant un moment, les voyant encadrés dans l'embrasure de la porte de l'hôtel comme ça, j'ai eu cette pensée absurde qu'elles étaient juste là pour visiter, qu'on s'embrasserait, qu'on se plaindrait du prix du café et qu'on se disputerait pour savoir où dîner. Puis ma mère m'a vu, m'a vraiment vu, et quelque chose dans son visage s'est affaissé. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit quand elle m'a rejointe. « Plus vieille, j'imagine. »« Tu as l'air pareil », ai-je menti. Parce que la vérité semblait trop lourde pour une première phrase. Nous avons trouvé un coin salon calme sur le côté, tout en ton neutre et plantes coûteuses. Je l'avais choisi exprès, assez public pour que personne ne puisse complètement péter les plombs, assez privé pour que nous n'ayons pas à chuchoter. Ma mère s'est assise prudemment, une main allant inconsciemment à son côté. Chloé s'est laissée tomber sur le canapé à côté d'elle avec le genre de lourdeur qui disait qu'elle n'avait pas beaucoup dormi. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Puis Chloé a tapé dans ses mains une fois comme si nous commencions une réunion. « Ok », a-t-elle dit. « Tu as vu les papiers. Tu as parlé à tes amis médecins. Alors, c'est quoi le verdict ? Y a-t-il une porte magique par laquelle on peut faire passer maman ou pas ? » Il n'y a pas de porte magique, ai-je dit. Il y a des options, certaines bonnes, d'autres moins bonnes, mais il n'y a pas d'entrée VIP secrète où je dis un mot de passe et tout devient facile et sans attente. Ma mère a laissé échapper un rire doux et sans humour. Ça aurait été sympa, a-t-elle murmuré. Je lui ai dit de ne pas s'attendre à des miracles, a dit Chloé en pointant le menton vers notre mère. Mais elle continuait de dire Manon est intelligente. Elle saura quoi faire. J'ai déplié la copie du résumé de traitement que j'avais apporté et je l'ai glissé sur la table. Regardez, ai-je dit, voici la situation telle que je la comprends. Le premier hôpital où tu es allé a recommandé la chirurgie et la thérapie de suivi dans leur établissement. C'est une voie. C'est couvert par la Sécu, mais les délais sont longs et il peut y avoir des restes à charge si tu vas dans le privé. Ils nous ont donné un chiffre pour les dépassements, a dit ma mère en hochant lentement la tête. Autant me donner le numéro de téléphone d'une autre planète. Il y a aussi de plus grands hôpitaux universitaires, ai-je continué, qui mènent des essais. Tu pourrais être éligible pour l'un ou l'autre. Les essais couvrent parfois plus de coûts annexes, mais tu abandonnes un peu de contrôle. Et il y a des listes d'attente et des déplacements. C'est beaucoup, mais tu connais des gens là-bas, a coupé Chloé. C'est tout le but, non ? Tu peux la faire remonter dans la liste ou au moins la faire remarquer. Je peux poser des questions, ai-je dit. Je peux envoyer des emails à des médecins et dire, peux-tu expliquer ça simplement ? Est-ce que cet endroit est réputé ? Y a-t-il des fonds de solidarité auxquels elle peut postuler ? J'ai déjà fait un peu de ça. Mais je ne peux pas leur envoyer un email et dire, faites passer ça en priorité parce que c'est ma mère. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ils ont leur propre liste, leurs propres critères. S'ils contournent les règles, ce ne sera pas parce qu'une nana de la Tech de Paris a envoyé un paragraphe triste. Ma mère a regardé le papier devant elle, sans vraiment le lire. Alors, qu'est-ce que tu dis exactement ? A-t-elle demandé. Qu'il n'y a rien que tu puisses faire ? Je dis, ai-je répondu prudemment, qu'il y a des choses que je suis prête à faire et des choses que je ne ferai pas. Je peux vous aider à comprendre les options. Je peux vous aider à remplir les formulaires, trouver des programmes d'aide, s'inscrire sur les listes. Je peux contribuer financièrement.
Pas tout, mais un peu. Ce que je ne peux pas faire, c'est m'inscrire pour être la banque de dernier recours ou la garantie que peu importe les choix que toi et Chloé faites, je continuerai à signer des chèques pour arranger les choses. Personne ne t'a demandé de signer des chèques au pluriel, a marmonné Chloé. On a demandé de l'aide pour ça, avec elle, une fois. Je n'ai rien répondu à cela. Pas encore. Parce qu'il y avait un deuxième dossier dans mon sac et je savais qu'une fois que je l'ouvrirais, la conversation allait basculer d'une manière dont nous ne pourrions pas revenir. Ma mère a remarqué le bord du dossier qui dépassait et a froncé les sourcils. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé. « D'autres trucs médicaux ?»« Non, ai-je dit. C'est autre chose. Mais avant d'y arriver, je dois vous demander quelque chose. » J'ai regardé ma mère. « Est-ce que tu comprends pourquoi c'était si difficile pour moi de dire oui la dernière fois que tu m'as demandé d'abandonner quelque chose ?» Sa bouche s'est serrée. « On va vraiment faire ça maintenant ?» a-t-elle dit. Je pensais qu'on était venu parler de mon traitement, pas ressasser de vieilles disputes. C'est lié, ai-je dit. Tu continues de parler de la famille comme si c'était ce truc automatique, comme si j'étais cassé parce que je veux des limites. Mais il y a 8 ans, tu m'as demandé de mettre mon éducation en jeu pour un plan d'affaires qui n'en était pas vraiment un. Et quand j'ai dit non, tu as réagi comme si je t'avais trahi. J'ai besoin de savoir si tu saisis à quel point c'était énorme pour moi. Parce que si tu ne le fais pas, alors tout ce dont nous parlons aujourd'hui va reposer sur les mêmes fondations brisées. Elle s'est frotté le front comme elle le faisait quand les factures s'empilaient. J'avais peur, a-t-elle dit finalement. Alors tu m'as puni, ai-je dit. Je t'ai dit ce dont j'avais besoin et tu as retiré tout ce que tu contrôlais pour t'assurer que je sache à quel point ça te blessait. Je pensais que tu rentrerais, a-t-elle chuchoté. Honnêtement. Je pensais que tu aurais peur ou qu'on te manquerait ou que tu réaliserais à quel point c'est dur d'être seul et que tu reviendrais. Je ne pensais pas que tu disparaîtrais juste dans cet endroit et que tu construirais toute une vie sans nous. Je n'ai pas disparu, ai-je dit. Tu as fermé la porte. Il y eut un long moment de calme après ça. Chloé a bougé inconfortablement comme si elle voulait une cigarette. Finalement, elle a dit « Ok, super. Tout le monde admet avoir blessé tout le monde. On peut revenir à la partie où maman a besoin d'une opération ?» J'ai regardé ma sœur. La fatigue sur son visage était différente de celle de ma mère. Moins liée à l'âge, plus aux mauvaises décisions qui la rattrapaient. On y viendra, ai-je dit. Mais il y a quelque chose que je dois mettre sur la table d'abord. J'ai sorti le deuxième dossier et je l'ai posé. Mon nom était sur le devant, imprimé proprement par quelqu'un du service conformité de mon entreprise. Il y a quelques mois, ai-je commencé, j'ai reçu un email d'une banque que je n'ai jamais utilisée. Ils voulaient clarifier certains détails sur une demande de prêt professionnel liée à mon nom. Au début, je pensais que c'était du spam. Puis ils ont envoyé la documentation. J'ai ouvert le dossier et tourné l'une des pages vers elle. Formulaire de demande. Le nom d'un petit bar à Marseille que je reconnaissais de l'arrière-plan des vieux postes de Chloé. Mon nom tapé sous copropriétaire, une signature numérique qui ressemblait presque à la mienne si on ne la connaissait pas bien. Quelqu'un a demandé une ligne de crédit en utilisant mes identifiants, ai-je dit. Ils ont joint une fausse lettre sur papier à en-tête de mon entreprise disant que nous soutenions un pilote technologique là-bas. Ce n'était pas un montant énorme, mais c'était suffisant pour déclencher des alertes de fraude. Assez pour que mon équipe juridique doive s'en mêler. Ma mère a fixé la page, la couleur quittant son visage. S'il te plaît, dis-moi que c'est une erreur, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît, dis-moi qu'ils ont mis ton nom comme exemple ou. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit en regardant Chloé. Ils ont tracé l'IP, l'email de contact, la connexion. Tout pointe vers le même appartement à Marseille, les mêmes appareils, le même numéro de téléphone de récupération. La mâchoire de Chloé s'est serrée. Tu m'espionnes maintenant, a-t-elle dit faiblement. Tu lis mon historique Wi-Fi ? Une banque était sur le point d'attacher mon nom à un prêt dont je ne savais rien, ai-je dit. Mon entreprise a des investisseurs qui deviennent très nerveux quand le mot fraude apparaît à côté de leur PDG. Je ne suis pas allé te chercher dans leur système, Chloé. Tu m'y as traîné quand tu as tapé mon nom sur un formulaire. Ma mère a arraché ses yeux du papier et a regardé Chloé. Dis-moi que tu n'as pas fait ça, a-t-elle dit, la voix tremblante. Dis-moi que c'est un malentendu, s'il te plaît. Chloé n'a pas répondu tout de suite.
Pendant une seconde, j'ai vu toutes les versions d'elle avec lesquelles j'avais grandi scintiller sur son visage. La charmeuse, la victime, la comédienne. Aucune n'a tenu. Elle avait juste l'air fatiguée. Je pensais qu'on pourrait régler ça avant que quelqu'un ne remarque, a-t-elle dit finalement. Le bar avait besoin de cash. Le proprio nous soufflait dans le cou. Les fournisseurs menaçaient de nous couper. Maman travaillait jusqu'à l'épuisement. Tout semblait être à une mauvaise semaine de s'effondrer. Et tu étais là, avec ton nom partout sur Internet attaché à des mots comme innovation et financement et impact. Je pensais que si j'utilisais ton nom pour nous faire un pont, tu me remercierais plus tard quand on rembourserait et que maman n'aurait jamais eu à savoir. Tu allais me le dire après coup, ai-je demandé. Quand un journaliste m'aurait appelé à propos de ma nouvelle entreprise dans la vie nocturne? Elle a grimacé. Je savais que tu serais en colère, a-t-elle dit. Je savais aussi que si je demandais d'abord, tu dirais non. Et je n'avais plus personne qui n'avait pas déjà dit non. Ma mère s'est affaissée contre le canapé comme si quelqu'un avait coupé une ficelle. Tu as risqué son travail, a-t-elle dit. Sa réputation. Après tout ça. J'ai risqué l'argent d'une banque, a riposté Chloé, puis elle a immédiatement eu l'air de regretter ses mots. Je veux dire, je n'essayais de blesser personne. J'essayais de nous empêcher de couler. Tu continues d'appeler ça se noyer, ai-je dit doucement. Mais tu es celle qui saute à nouveau dans l'eau chaque fois que quelqu'un te lance une corde. Personne n'a répondu à ça. Les bruits du hall de l'hôtel ont rempli l'espace entre nous à nouveau. Valise à roulettes, conversation basse, le sifflement doux de la machine à expresso. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, a demandé ma mère, les yeux sur le dossier. Tu portes plainte? J'ai dégluti. C'était la partie que je retournais dans ma tête depuis des jours. La banque décide quoi faire, ai-je dit. Alors tu vas juste rester là et les laisser faire ce qu'ils veulent à ma fille, a exigé ma mère. C'était là, l'éclair de l'ancienne version d'elle, celle qui pouvait ignorer une décennie de contexte et aller directement à où tu nous fais du mal. Je ne reste pas là sans rien faire, ai-je dit. Je me retire d'un pétrin que je n'ai pas créé. Il y a une différence. Chloé a laissé échapper un souffle tremblant. Tu sais qu'ils vont tout regarder, a-t-elle dit. Pas juste ça. Chaque retard de paiement, chaque virement, chaque décision stupide, ils vont tout passer au microscope. C'est comme ça que fonctionne la responsabilité, ai-je dit, plus doucement qu'elle ne le méritait probablement. On n'est pas jugé juste sur le seul moment où on s'est fait prendre. Ma mère a pressé ses doigts sur ses tempes. C'est exactement pour ça que je ne voulais pas te le dire, a-t-elle marmonné. Chaque fois qu'on vient vers toi, ça se transforme en leçon de morale, en procès. Vous n'êtes pas venu vers moi, lui ai-je rappelé. Votre nom est apparu quand quelqu'un d'autre a commencé à poser des questions. Vous êtes ici maintenant parce que Chloé a appelé, parce que vous avez besoin de quelque chose. Encore une fois, ça a porté. Elle a tressailli. Puis elle s'est redressée un peu, autant que son énergie le permettait. Très bien, a-t-elle dit. C'est clair. Tu n'es pas notre filet de sécurité. Tu ne mentiras pas pour nous. Tu ne te sacrifieras pas pour nous. Message reçu. Mais je suis toujours ta mère. Je suis assise ici avec un diagnostic qui me fait peur. Vas-tu vraiment me regarder et dire qu'il n'y a rien que tu sois prête à faire? Pendant un moment, toutes les versions de moi-même se sont heurtées. L'adolescente désespérée de son approbation. La jeune fille de 20 ans dormant à la bibliothèque parce que mon système de soutien s'était évaporé. La femme assise dans des salles de conférences ternes à discuter des protocoles d'essai. La personne qui avait appris lentement et douloureusement que l'amour sans limite est juste une autre façon de se faire engloutir. Je t'aiderai à remplir les demandes de bourse et d'aide, ai-je dit. Je te mettrai en contact avec une assistante sociale en qui j'ai confiance et qui sait se battre avec les mutuelles. Je mettrai de l'argent pour combler l'écart, ce que je peux raisonnablement me permettre sans détruire ma propre vie. J'obtiendrai un deuxième avis si tu en veux un. Mais je ne viderai pas mes économies, je ne prendrai pas de prêt et je ne signerai pas le nom de mon entreprise à côté de tout ça. Je ne vais pas construire mon avenir sur le même trou dans lequel vous vous tenez. Pas encore. Ma mère m'a fixé, cherchant une fissure sur mon visage. Tu es vraiment OK avec ça, a-t-elle demandé doucement. Sachant que je pourrais ne pas avoir le meilleur traitement parce que tu as tracé une ligne. Ma gorge s'est serrée. Non, ai-je dit.
Je ne suis OK avec rien de tout ça. Mais j'ai fini de prétendre que les seuls choix devant moi sont de sauver tout le monde ou d'être un monstre. Je peux me soucier de toi et ne pas brûler ma vie pour toi. Ces choses ne sont pas mutuellement exclusives, peu importe combien de fois tu as essayé de me dire qu'elles l'étaient. Chloé a secoué la tête comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Tu parles comme un podcast, a-t-elle dit. Mi-ricanement, mi-mécanisme de défense. Limite, choix, responsabilité. Ça doit être sympa d'avoir tous les bons mots. Ce n'est pas une question d'avoir les bons mots, ai-je dit. Nous avons parlé logistique après ça. C'était presque surréaliste d'être assise là à discuter des assistantes sociales de l'hôpital et des dates limites de subvention alors que l'air entre nous crépitait de tout ce qui n'était pas dit. J'ai noté des numéros, encerclé des lignes sur des formulaires, leur ai donné le nom de la médiatrice qui avait déjà accepté à contre-cœur de prendre un dossier familial compliqué. Quand ce fut fini, ma mère a plié les papiers soigneusement et les a remis dans son sac. Elle avait l'air plus vieille que lorsqu'elle était entrée. Pas juste fatiguée, usée. Tu sais, a-t-elle dit en se levant lentement. Quand tu étais petite et que tu étais malade, je dormais par terre à côté de ton lit. Ton père pensait que j'étais folle. Il disait, elle va bien. Elle respire. Viens dormir. Mais j'avais besoin d'être là juste au cas où. Je ne savais pas quoi faire de cette information. Cela n'effaçait rien, mais ça atterrissait quelque part profondément quand même. Je ne m'attends pas à ce que tu dormes par terre à côté de mon lit, a-t-elle poursuivi. Je pensais juste que quand ça compterait vraiment, tu te montrerais de la façon dont je l'ai fait. Je me montre, ai-je dit. Juste pas de la façon dont tu as l'habitude. Elle a hoché la tête une fois comme si elle n'était pas d'accord, mais n'avait pas l'énergie de discuter. Chloé m'a serré dans ses bras pour dire au revoir sans prévenir. C'était rapide et raide, plus une habitude qu'une affection, mais c'était quelque chose. Ils vont faire de moi un exemple si ce truc avec la banque tourne mal, a-t-elle dit contre mon épaule. Tu le sais, pas vrai? Ils vont suivre les preuves, ai-je répondu. C'est tout ce que je sais. Et tu ne te mettras pas en travers, a-t-elle demandé. Tu ne répareras pas? Je me suis reculé assez pour la regarder dans les yeux. Je n'ajouterai pas de poids sur la balance, ai-je dit. Mais j'ai fini de mettre mon pouce dessus en ta faveur quand tu continues de sauter du mauvais côté. Elle a soufflé un rire qui ressemblait presque à de l'acceptation. J'imagine que j'ai finalement épuisé mes vies supplémentaires, a-t-elle dit. Ça a pris plus de temps que ça aurait dû. Quand elles sont parties, je les ai regardées franchir les portes du hall et disparaître dans la foule de la ville. J'ai eu l'envie soudaine et irrationnelle de courir après elles, de les rappeler, de dire « laissez tomber ». Je couvre tout. Je rends ça facile. Au lieu de cela, je me suis assise, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai envoyé 2 emails. L'un à la médiatrice confirmant que je paierais ses honoraires réduits. L'un à mon avocat confirmant par écrit que je n'autoriserais aucun règlement ou déclaration impliquant que je partageais la responsabilité de la demande de prêt. Ce n'était pas du cinéma. Il n'y a pas eu de réplique dramatique, pas de porte claquée, pas d'escorte de sécurité. Juste une poignée de choix faits avec soin et en pleine conscience de ce qu'ils allaient et n'allaient pas réparer. Pour la première fois depuis longtemps, je n'agissais pas par panique, obligation ou instinct. Je choisissais délibérément où ma responsabilité s'arrêtait. Cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait un peu à un deuil. Mais en dessous de ça, quelque part de plus calme et de plus stable, cela ressemblait aussi au début d'autre chose. Une réponse à cette vieille question impossible que ma mère m'avait lancée des années auparavant. Quel genre de personne choisit son propre avenir plutôt que sa famille? Assise là dans ce hall, regardant les emails partir dans le monde, j'ai réalisé que j'avais enfin ma propre réponse. L'enquête ne s'est pas transformée en le genre de gros titre que Chloé craignait toujours ou croyait secrètement mériter. Il n'y a pas eu de camion de presse, pas de photos granuleuses d'elle entrant dans un tribunal éclaboussé sur les sites nationaux. C'était plus petit que ça, ce qui d'une certaine manière le rendait plus réel. La banque a décidé de poursuivre. Mon équipe juridique me tenait au courant par de courts emails laconiques. Ils ont confirmé votre non-implication. Ils vont de l'avant avec l'action contre le demandeur principal. Vous pourriez être appelé comme témoin, mais seulement pour vérifier votre absence de consentement. Quand je me suis retrouvé en appel vidéo avec un avocat de la banque, c'était étonnamment ennuyeux. Ils m'ont demandé de confirmer que je n'avais pas autorisé le prêt,
que je n'avais pas investi dans un bar à Marseille, que je n'avais pas écrit la lettre jointe à la demande. Ils ont passé en revue ma chronologie, mes signatures, mes politiques d'entreprise. À la fin, l'avocat a dit « Nous apprécions votre coopération, mademoiselle ». De cette voix neutre qui ne se souciait pas du tout que le demandeur principal dont il parlait soit ma sœur. Chloé a accepté un accord. Je l'ai découvert par un court texto d'elle quelques semaines plus tard. Sursis, remboursement, pas de prison si je ne déconne pas, c'était tout. Pas de salutation, pas d'explication. J'ai fixé les mots pendant longtemps. Soulagement et colère emmêlés dans ma poitrine. Je ne voulais pas qu'elle aille en prison. Je ne voulais pas non plus qu'elle s'en tire en pensant qu'il n'y avait pas de conséquences. Du sursis et un plan de paiement pour de l'argent qu'elle n'avait absolument pas, avec un terrain d'entente maladroit entre ces deux extrêmes. J'ai tapé « Je suis contente que tu n'ailles pas en prison 3 fois et je l'ai effacé à chaque fois. À la fin, j'ai écrit « J'espère que tu prends ça au sérieux ». Elle n'a pas répondu. Apparemment, nous étions revenus à être efficaces dans notre silence. Le traitement de ma mère a avancé plus lentement, de cette manière frustrante qu'ont les choses médicales quand on ne paie pas pour couper les fils. L'assistante sociale avec qui je l'avais mise en contact s'est avérée être exactement le genre de personne que j'espérais. Directe, têtue, n'ayant pas peur de se disputer avec des gens en costume. Elle a fait entrer ma mère dans le programme d'un plus grand hôpital, pas le plus chic, pas la clinique miracle de la dernière chance, mais un établissement décent avec des médecins qui n'étaient pas brûlés au point de la cruauté. Ils ont assemblé un plan à partir de la Sécu, de la mutuelle, et d'une liste de petites aides qui nécessitaient plus de paperasse qu'il ne devrait être légal. J'ai couvert un reste à charge qui aurait anéanti mes économies si je ne m'y étais pas préparé. Cela ne semblait pas héroïque. C'était comme payer une facture en plusieurs fois. Ma mère m'a envoyé un texto une fois après son premier cycle de thérapie. Ils disent que ça se passe bien pour l'instant. Elle a écrit « Merci pour l'aide avec l'assistante. Elle est intense. » J'ai fixé ce message longtemps aussi. C'était le plus proche qu'elle ait été de reconnaître que mon implication avait fait une différence. J'ai répondu « Je suis contente que tu aies une bonne équipe. J'espère que tu te reposes. » Elle a répondu avec un emoji pouce levé. J'ai essayé de ne pas trop interpréter le fait que c'était la même réaction qu'elle utilisait quand je lui envoyais mes résultats scolaires au lycée. Des mois ont passé comme ça. La vie s'est divisée en 2 pistes. Sur une piste, j'allais travailler, je m'asseyais dans des salles avec des tableaux blancs pleins de diagrammes, je débattais de la performance des modèles et d'éthique avec des collègues qui utilisaient des termes comme opérationnalisation et échelle comme si c'était des mots de tous les jours. Notre application a été adoptée par quelques cliniques de plus. Nous avons publié une autre étude avec des résultats modestes. J'ai parlé à quelques conférences, le genre qui vous donne ces tours de cou que vous oubliez d'enlever jusqu'à ce que vous vous voyez dans un miroir des heures plus tard. Sur l'autre piste, calme et désordonnée et toujours là, ma mère avançait dans son traitement. Certains jours, elle envoyait de petites mises à jour. Prise de sang bonne cette semaine. Effet secondaire difficile. Le docteur dit qu'on pourrait faire un autre scan bientôt. D'autres fois, je n'entendais rien pendant des semaines et je découvrais par l'assistante qu'elle avait fait des allers-retours à l'hôpital pour des complications. Chloé flottait en arrière-plan de ces mises à jour comme un fantôme. L'assistante mentionnait qu'elle venait parfois au rendez-vous, s'asseyait dans un coin en faisant défiler son téléphone, éclatant occasionnellement en dispute avec la facturation quand les chiffres n'avaient pas de sens. Ta sœur est. Beaucoup, a dit l'assistante une fois, choisissant ses mots avec soin. Mais elle aime ta mère. C'est évident. Ce n'était pas un compliment, mais ce n'était pas entièrement une critique non plus. Je n'ai vu ni l'une ni l'autre en personne pendant cette période. Ce n'était pas une règle que j'avais dite à haute voix, juste une ligne que mon corps refusait de franchir. J'envoyais de l'argent quand je pouvais et des formulaires quand elles en avaient besoin. Je répondais aux questions médicales dans un langage simple. Je prenais les appels de l'assistante quand elle avait besoin que je traduise du jargon technique pour des médecins. Je ne visitais pas l'hôpital. Je ne m'asseyais pas au bord du lit. Je ne retournais pas dans le rôle d'amortisseur émotionnel dans lequel j'avais vécu si longtemps. La culpabilité se montrait quand même. Elle venait par vagues silencieuses. Quand un collègue se plaignait d'un parent envahissant et que je pensais, au moins le tien appelle encore. Quand un patient dans une de nos études mentionnait son enfant adulte qui le conduisait à chaque rendez-vous,
quand je remplissais un autre formulaire de contact d'urgence et laissais la ligne vide à nouveau. J'ai commencé à parler de certaines choses à voix haute. Pas à ma mère, pas à Chloé. À ma psy d'abord, qui m'a regardé un jour et a dit, « Tu continues d'utiliser le mot punition comme si c'était toi qui distribuais les sentences. Et si ce n'était pas ce qui se passait ici? Comment tu appellerais ça alors, ah ?» Je demandais. « Tu as posé des limites, » a-t-elle dit. Elle les ignore et la réalité répond. Ce n'est pas le karma. Ce sont des conséquences. Et puis plus tard à d'autres personnes, pas dans une vidéo de confession virale glamour, plus comme de petits morceaux délibérés. Un panel sur la santé et l'éthique où j'ai mentionné prudemment que mon intérêt pour l'accès aux soins n'était pas abstrait. Une invitation de podcast d'un ami qui s'est transformé en un épisode sur ce que signifie venir d'une famille qui n'a pas de filet de sécurité et comment cela déforme votre sens de ce que vous devez à tout le monde. L'histoire que j'ai racontée n'était pas un fantasme de vengeance. Je n'ai pas listé chaque chose méchante que ma mère avait dite, chaque choix irresponsable que Chloé avait fait. J'ai parlé de schémas, de la façon dont certains d'entre nous grandissent en apprenant que la famille signifie les gens que vous n'avez pas le droit de décevoir, même quand les décevoir est le seul moyen de survivre. Je ne m'attendais pas à ce que beaucoup de gens écoutent. Ce n'était pas sensationnel. Il n'y avait pas de match de cris ou de trahison cinématographique. Juste moi parlant d'une voix stable de comptes bancaires et de billets de train et des façons silencieuses dont les gens peuvent vous couper bien avant qu'ils n'arrêtent de vous parler. Mais l'épisode a trouvé un public quand même. Pas des millions, pas une frénésie mondiale, juste assez de gens pour que ma boîte de réception se remplisse de messages qui sonnaient douloureusement familiers. Mes parents ont vidé le compte que je pensais être pour mes études, a écrit une personne. Je suis parti quand même. Je me sens toujours coupable. Ma sœur a utilisé mon nom pour obtenir un bail, a dit une autre. Quand ça a mal tourné, ils m'ont tous blâmé de ne pas l'avoir réparé. Encore et encore, les mêmes thèmes, argent, obligations, la façon dont l'aide se transforme en dette quand elle n'est jamais autorisée à être suffisante. Je n'ai pas lancé de fondation. Je n'avais pas le genre d'argent qui permet de plaquer son nom sur l'aile d'un hôpital. Mais j'ai fait quelque chose de petit qui semblait honnête. J'ai créé une page de ressources sur le site de notre entreprise, hors de la navigation principale, avec des liens vers des médiateurs, de l'aide juridique à faible coût, des outils de littératie financière et des ressources en santé mentale pour les gens naviguant exactement dans le genre de nœud dans lequel j'avais été coincé. J'ai payé un rédacteur pour aider à rendre le langage clair et accueillant. J'ai mis une note en bas avec une simple ligne, « Si vous avez grandi en vous sentant responsable de tout réparer, ceci est pour vous. » Ce n'était pas une vengeance. C'était une façon de prendre le désordre de ma vie et d'en transformer au moins une partie en carte pour quelqu'un d'autre. Le plus proche que je sois jamais venu de revoir ma mère fut une quasi-visite un an après le début de son traitement. J'étais à Marseille pour le travail, rencontrant une clinique que nous essayions d'amener sur notre plateforme. La maison de repos où elle avait fini était à 15 minutes en voiture. Je le savais parce que je l'avais cherché à la seconde où mon billet avait été réservé, puis j'avais prétendu pendant des jours que non. Après la réunion, je me suis assise dans une voiture de location sur le parking d'un centre commercial, moteur éteint, fixant les directions sur mon téléphone. 15 minutes, 6 virages, une décision. J'ai imaginé entrer dans le hall pâle et trop éclairé. J'ai imaginé signer, obtenir un autocollant visiteur. J'ai imaginé son visage quand elle me verrait. J'ai imaginé les conversations que nous pourrions avoir, les excuses qui pourraient venir ou pas. Les disputes vieilles de plusieurs décennies qui pourraient refaire surface, la possibilité qu'elle dise « Je savais que tu viendrais. Je savais que tu ne me laisserais pas ici. » J'ai pensé à ce que cela ferait de rentrer pleinement dans le cercle dont j'avais dépensé tant d'énergie à sortir, de redevenir la personne dont tout le monde supposait qu'elle finirait par se montrer et arranger les choses. Je suis restée assise là assez longtemps pour que le soleil bouge d'un pouce dans le ciel et que la voiture de location devienne trop chaude. Puis j'ai posé mon téléphone, démarré le moteur et je suis retourné à mon hôtel. Je n'ai pas visité. Je n'ai pas envoyé de texto pour dire que j'étais prêt. Sur le vol de retour, j'ai fixé le dossier du siège devant moi et j'ai attendu la vague de regrets dont on m'avait toujours averti. Elle n'est pas venue, du moins pas de la manière dont on m'avait appris à l'attendre. Ce qui est venu à la place, c'était une douleur sourde et une clarté étrange et têtue. Je pouvais me soucier d'elle sans effacer ce qu'elle avait fait. Je pouvais espérer que son traitement fonctionne sans promettre d'être celle qui lui tenait la main dans chaque salle d'attente.
Je pouvais m'autoriser à être triste de ce que nous n'avions pas sans essayer de le construire à partir de rien. Chaque fois que la culpabilité frappait, parfois les gens me demandent dans des interviews ou des panels si j'ai pardonné à ma famille. Le mot me met mal à l'aise. Cela ressemble trop à effacer l'ardoise, comme prétendre que le grand livre n'a jamais été écrit. Je dis généralement ceci à la place, je les comprends mieux maintenant. Je comprends comment la peur, la pénurie et la fierté ont tordu le sens de ce à quoi l'amour ressemblait pour ma mère. Je comprends comment la honte et l'insécurité ont poussé Chloé vers des décisions qui ont blessé tout le monde, y compris elle-même. Comprendre ne signifie pas que je les veux de retour dans ma vie comme elles étaient. Cela signifie juste que je n'ai plus à les porter comme un fil électrique dénudé. Ma mère m'a dit une fois au milieu d'une dispute que choisir Polytechnique plutôt que ma famille était quelque chose que je regretterais pour toujours. Elle l'a dit comme une prophétie, comme si elle me tendait une malédiction que je déballerais quand je serais plus vieille et plus seule et prête à admettre qu'elle avait raison. J'y pense parfois, généralement les nuits calmes quand l'appartement est trop silencieux et que la lueur de mon ordinateur portable semble être la seule lumière dans la pièce. Est-ce que je regrette ? Est-ce que je souhaite être rentré, retourné au bar, avoir essayé plus fort de nous garder collés ensemble ? Non. Je regrette que ce fussent les choix devant moi. Je regrette que l'amour et l'obligation aient été si emmêlés que tout mouvement vers moi-même ressemblait à une trahison. Mais je ne regrette pas le moment où j'ai finalement dit, je n'échangerai pas mon avenir contre la seconde chance de quelqu'un d'autre. S'il y a une leçon dans tout cela, une raison pour laquelle je continue de dire oui quand les gens me demandent d'en parler, c'est celle-ci, se choisir soi-même n'est pas la même chose qu'abandonner les gens qu'on aime. Parfois, c'est le seul moyen d'empêcher tout le monde de tomber dans le même trou encore et encore. Vous n'êtes pas mauvais pour vouloir une vie qui n'est pas construite sur une urgence constante. Vous n'êtes pas égoïste pour tracer une ligne là où votre responsabilité s'arrête. Et si quelqu'un vous dit que vous regretterez de ne pas vous être immolé par le feu pour les garder au chaud, souvenez-vous qu'il essaie juste de vous passer les allumettes.